Selon moi, avoir une entreprise à 6 chiffres, c'est le minimum de ce que l'on devrait viser. Seulement 20 à 30% des entreprises qui existent, qui passent le cap des 6 chiffres. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve que c'est pas transcendant pour avoir une vie confortable en fait. C'est la grosse erreur de la majorité des solopreneurs et des entrepreneurs de manière générale. Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de MedMoney. Celles qui ont la vidéo, on en parle ou pas de cette plante qui prend vie de jour en jour, de semaine en semaine. Vous la voyez grandir autant que moi. Elle va bientôt prendre plus d'espace que moi sur l'écran. Bref, on n'est pas là pour parler plantes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'anime profondément. On va parler de avoir une entreprise à 6 chiffres. Pourquoi je pense que c'est le seuil minimum que chaque femme devrait viser. Alors, vous allez me voir, regardez, pour celles qui regardent la vidéo, sur ma gauche, parce que du coup, j'ai pris des notes, parce que je vous ai fait un petit calcul, pas cactus, mais un petit calcul pour vraiment vous amener à conscientiser et voir pourquoi, selon moi, encore une fois, ce n'est que ma voix, je ne suis pas voix de vérité, fréquence de vérité ou je ne sais quoi. Selon moi, avoir une entreprise à 6 chiffres, c'est le minimum de ce que l'on devrait viser pour avoir une vie juste confortable. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai breakdown un petit peu les chiffres pour vous. Donc, partons là-dessus sur ce sujet. Déjà, ça veut dire quoi une entreprise à 6 chiffres? Pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette expression très business, c'est une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok? Pourquoi pour moi c'est le seuil minimum que l'on devrait viser? Tout simplement, je vous ai fait quelques petits calculs. L'objectif, rappelons-nous, quand on devient entrepreneur ou pour les personnes qui n'ont jamais été salariés, si vous demandez à la majorité des entrepreneurs, ils vont vous répondre que leur valeur numéro 1, c'est la liberté. Donc, la liberté de temps, la liberté d'organisation, la liberté de hiérarchie, la liberté de tout ça. C'est génial d'avoir la liberté, d'accord? Mais la liberté sans argent, dans le monde dans lequel on vit, je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Pour moi, une entreprise, au-delà de vous apporter la liberté, elle est aussi là pour venir soutenir votre vie. Et je pense profondément que pour être engagé dans sa mission, engagé dans l'innovation que l'on fait, engagé à mieux servir nos clients, peu importe quelle est notre activité, je pense vraiment que l'on doit se sentir respecté par notre entreprise et donc rémunéré par notre entreprise. Sinon, je pense que ça crée de la tension et forcément, cette tension qui est là, elle a une répercussion non pas sur le service que vous allez proposer, mais sur la relation client. Parce que vous allez accepter des choses que vous n'accepterez pas, vous allez accepter des clients que vous n'accepterez pas, vous allez continuer des services qui ne sont plus en accord avec vous-même. Vous allez vous empêcher de développer quelque chose parce que pression financière. Et pour moi, vraiment, quand on touche là ces 6 chiffres, qui est un cap vraiment important, j'avais regardé les chiffres, quand on prend France, j'avais pris France, Luxembourg, Belgique, je ne sais plus si la Suisse était dedans. Non, je crois pas. Je crois que c'était France pour sûr, Luxembourg, Belgique, c'est seulement 20 à 30% des entreprises qui existent, qui passent le cap des 6 chiffres. Donc, c'est assez exceptionnel et assez extraordinaire de passer ce cap-là. Et pour moi, on verra un petit peu où est-ce que ça amène. C'est pour ça que c'est un palier qui est si important à accompagner et qui change vraiment beaucoup de choses dans votre perspective parce qu'on est de l'ordre de 20 à 30% seulement des personnes qui passent ce cap dans les entrepreneurs. Donc déjà que quand vous êtes entrepreneur, vous vous écartez du monde classique que l'on connaît. Quand en plus vous faites les 6 chiffres, c'est vraiment un monde restreint. Et du coup, c'est toute une nouvelle manière, pas juste de financer et de réfléchir et de comptabiliser, mais c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se positionner, une nouvelle manière de ressentir, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière de répondre. Il y a vraiment plein de choses qui changent et ça, c'est moi le travail que je préfère et que je fais avec mes clients et que j'apprends à faire au coach en santé financière, qui est vraiment du coup d'accompagner tout ça. Et c'est pour ça que la relation à l'argent et à la performance, c'est
indispensable à venir travailler quand on est dans ces eaux-là. Bref, pourquoi du coup ce cap-là? Et je vais vous dire très simplement. On va parler de chiffres. Donc, pour celles qui ne regardent pas la vidéo et qui sont seulement en audio, écoutez bien, mais je pense que c'est aussi un épisode qui peut être écouté 2 fois. Une fois juste pour m'écouter parler et la deuxième fois peut-être pour juste prendre des notes parce que je vais vous donner des chiffres et vous avez peut-être envie de regarder ces chiffres par vous-même en fonction de votre profil. Donc, 100 000 € de chiffre d'affaires, ok? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vous reste, vous, en tant que personne à la fin? Grosso modo, quand une entreprise, elle génère 100 000 € de chiffre d'affaires, et je dis bien que, attention, dans tout cet épisode, disclaimer très important, dans tout cet épisode, je vais arrondir les chiffres parce que le but, c'est pas d'être ultra précise parce que évidemment, en fonction de votre statut, ça va varier, en fonction de votre pays, ça va un peu varier, mais grosso modo, là, je suis partie du principe que vous résidez en Europe, vous n'êtes pas à Dubaï parce que sinon on ne parlerait pas d'impôts, vous résidez en Europe et grosso modo, ça fonctionne à peu près pareil. Oui, il y a des ajustements, mais la tendance que je vais vous donner, elle est correcte, d'accord? Donc, c'est pas ultra précis, mais c'est vraiment à 10% près à chaque fois des montants que je vais vous donner la vérité. Donc, une entreprise qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Déjà, 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est à votre entreprise. C'est certainement pas votre argent à vous. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et j'en parlais ce matin dans un entretien que j'avais où la personne me posait cette question-là et je lui disais, mais c'est ça le truc qui fait toute la différence. Déjà, c'est de comprendre que tu commences vraiment à capter ça quand tu arrives aux 6 chiffres où tu dis, ah ouais, vraiment, l'argent de la société, c'est pas du tout mon argent. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, 100 000 € de chiffre d'affaires, grosso modo, il y a 50% que vous gardez à l'intérieur de votre entreprise puisque c'est ce qui va servir à payer les charges sociales, les impôts, avoir un matelas de trésorerie qui va augmenter au fur et à mesure, qui va payer les petits logiciels, les petits trucs et tout. Et je ne parle pas d'une entreprise qui a des salariés, je ne parle pas d'une entreprise qui a des freelances, je ne parle pas d'une entreprise qui a vraiment des charges énormes, je parle vraiment d'une entreprise, on va dire classique de solopreneur, qui fonctionne un peu par elle-même. En gros, 50 000 €, c'est ce que ça va vous coûter en charges sociales, en impôts de société, en trésorerie, pour avoir quand même votre matelas de trésorerie qui augmente au fur et à mesure et avoir une petite capacité d'investissement. La capacité d'investissement, elle sert à quoi? Vous achetez du matériel, vous former, vous faire coacher, prendre un logiciel, c'est quand même des dépenses classiques que rarement les entrepreneurs n'ont pas, d'accord? Donc c'est vraiment une capacité classique, on va dire, de réinvestissement. Donc déjà, 100 000 €, 50 000 €, vous oubliez. Ensuite, vous dites, ok, 50 000 €, c'est ce qui me reste. Sur ces 50 000 € là, admettons, grosso modo, que j'ai fait vraiment à la louche. Je me suis dit, allez, si on prend ce qui correspond à la majorité des personnes, vous allez encore enlever 20% d'imposition sur le revenu. Parce que votre société, elle va payer son impôt, qui est compris dans les 50 000 €. Et ensuite, quand vous allez sortir la rémunération pour vous, grosso modo, c'est de l'imposition sur le revenu. Donc, ça vous enlève aussi une partie du gâteau. Donc, on est passé de 100 000, 50 000 qui dégagent. Sur les 50 000 qui vous restent, on enlève environ 20%. Ça veut dire qu'il ne vous reste 40 000 € à l'année. Donc déjà, ça change un petit peu la donne. Sur ces 40 000 € à l'année, je vous ai divisé par 12 le montant pour que vous voyez à peu près ce que ça fait en termes de rémunération personnelle en net. Ça fait à peu près, très exactement, ça ferait 3 333,33 €. Donc pour simplifier les calculs, on va dire 3 300 € de rémunération personnelle. Si on prend les seuils et la répartition classique qui est conseillée en finances personnelles pour gérer correctement un budget, qu'est-ce que ça donne? On part de ces 3 300 €, pour simplifier les calculs, et on dit que 55% de ces 3 300 € doit être le maximum de ce que vous allez dépenser dans, du coup j'ai mis des guillemets avec les doigts parce qu'en audio vous n'entendez pas, mais de ce que l'on doit dépenser pour tout ce qui est vie quotidienne. Donc votre loyer ou le crédit de votre maison, votre assurance, votre vie, les courses, etc. C'est vraiment les dépenses essentielles nécessaires à votre vie. 55% de 3 300 €, ça fait 1 815 €. Donc ça devrait être le seuil maximum des dépenses nécessaires que vous avez. Ok ? Ensuite, on a 660 € qui sont censés être dédiés à tout ce qui est la préparation de votre avenir financier. Donc, une partie en épargne, une partie en investissement.
d'accord? Et j'y reviens après sur la partie investissement. Et ensuite, on a 20% qui sont dédiés 25% qui sont dédiés à la partie plaisir. Ça fait 825 € par mois. 825 € par mois, c'est pas ultra représentatif. Je vous explique pourquoi. Dans cette partie plaisir, ça fait un budget de 9 900 € à l'année. C'est important que je vous donne le montant à l'année parce que vous allez vous dire, ouais, mais peut-être certaines personnes vont se dire, ouais, mais 825 € par mois, ça fait quand même pas mal, etc. Quand je mets 9 900 € à l'année, c'est que dans cette partie plaisir, ça comprend, oui, le shopping, oui, les restaurants, mais ça comprend aussi les vacances, par exemple. Donc 9 900 € à l'année, finalement, c'est pas non plus un budget totalement démentiel, ok? Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener comme perspective. Je répète, vie nécessaire, 1815 €. Préparer son avenir financier, 660 €. Le plaisir, 825 €. Tout ça en mensuel et du coup 9 900 € à l'année. Honnêtement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à partir du moment où vous vivez en Europe, encore une fois, c'est pour ça que ces chiffres se réfèrent uniquement à l'Europe, je trouve que c'est pas non plus transcendant pour avoir une vie confortable en fait. Là, c'est un budget pour partir en vacances une à deux fois à l'année, aller dans un magasin, vous acheter une petite fringue qui vous fait plaisir, faire les restos que vous voulez avec vos copines, avec votre partenaire, tout ça, payer les frais vétérinaires de vos animaux, payer vos séances de naturopathie, de chiropractie, d'ostéopathie, payer vos compléments alimentaires, payer votre salle de sport. Vous voyez, c'est pas un budget qui est complètement transcendant. Et souvent, c'est quoi le problème de ça? C'est que sur ces 3 300 €, il y a un budget qui va passer à la trappe. Devinez lequel? Celui de 660 € qui est dédié à votre avenir financier et du coup votre épargne. Et ça, c'est la grosse erreur de la majorité des solopreneurs et des entrepreneurs de manière générale. Quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et à capter, c'est que quand on est indépendant, quand on a sa propre entreprise, préparer votre avenir financier, ça repose sur vous et non pas sur l'État. D'accord? Oui, vous allez me dire, oui, mais dans ce qu'on cotise, etc., on aura toujours une retraite. Vous aurez une petite retraite. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et si vous êtes en congé maternité, si vous êtes malade, si pour une raison X ou Y, vous devez arrêter votre activité pendant 1 an, personne n'est là pour prendre le relais pour vous, en fait. Alors oui, vous avez des assurances qui existent et vous pouvez être couvert. Oui, vous pouvez être un petit peu compensé, aidé de l'État. Mais en fait, quand vous vous êtes habitué à un confort de vie, et là encore une fois, on n'est pas dans un confort de vie complètement délirant, ça va vous demander de couper beaucoup dans vos dépenses en subvenant à vos besoins seulement avec, j'ai envie de dire, ces petites miettes qui vous seront laissées. Et donc, préparer son avenir financier, c'est quelque chose que les entrepreneurs et les solopreneurs font beaucoup trop tard parce que vous avez une mentalité de salarié puisque la société de manière générale est faite pour les salariés. Les salariés, c'est une question alors qu'ils doivent se poser et qu'ils devraient faire aussi, mais qui le font moins parce que quand on parle avenir financier, souvent les salariés vont penser à la retraite. Ils savent qu'ils cotisent, ils savent qu'ils vont avoir une retraite, etc. Même s'il y a tout un débat là-dessus dont je ne rentrerai pas pour garder cet épisode digestible et pas trop long. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir le même mode de réflexion et vous ne pouvez pas prendre vos décisions comme si vous étiez salarié et donc comme la majorité des amis que vous avez, comme vos parents, comme votre cousine, comme votre partenaire, etc. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a abordé, que j'ai abordé particulièrement dans les appels que j'ai eus suite à la précédente cohorte de Code Investisseuse où les personnes qui se posaient la question de est-ce que je dois rejoindre maintenant ou pas la cohorte, mais quand j'ai parlé avec Pierre, Paul, Jacques, Myrtille et Jacqueline, elles m'ont dit que peut-être que c'était pas si nécessaire que ça parce que machin. Sauf que si Pierre, Paul, Jacqueline et Myrtille, elles sont salariées, elles ne comprennent pas du tout dans quelle situation vous trouvez. La situation dans laquelle vous trouvez, c'est que vous ne pouvez compter
que sur vous-même pour préparer votre avenir financier. Personne d'autre ne le fera à votre place, personne d'autre va placer, personne d'autre va vous amener quelque chose quand il vous arrivera une tuile, quand vous arriverez à la retraite, quand vous arriverez en fin de vie, quand vous serez en congé maternité. Et en fait, c'est ça le gros problème. Et donc, pour moi, c'est d'une dangerosité sans nom de ne pas faire ça. Les seuls entrepreneurs pour lesquels je comprends qu'ils ne font pas ça, même si je valide pas, mais je comprends qu'ils ne font pas ça, c'est ceux qui créent des entreprises qui se revendent. Parce qu'en fait, ils peuvent se permettre de vivre dans ce côté risque en mode moi je donne tout, je prends juste la rémunération dont j'ai besoin pour vivre là maintenant parce que je sais que ma boîte je vais la revendre, donc je vais encaisser un énorme chèque après. Et de cet énorme chèque, je vais pouvoir me garder une grosse part du chèque pour la mettre de côté, préparer mon avenir, faire de l'immobilier, de l'investissement financier, peu importe ce que je veux, mais parce que je vais récupérer des fonds. Dans une activité solopreneur classique aujourd'hui, qui n'est pas de monter une entreprise, qui n'est pas de faire un logiciel, qui n'est pas de revendre sa patientèle, qui n'est pas de revendre sa start-up, etc., vous n'allez rien revendre du tout, vous n'allez rien récupérer du tout comme argent. Et donc, si vous n'avez pas préparé votre avenir financier, vous allez vous retrouver dans les choux blancs. Donc, c'est pas un nice to have, c'est pas quelque chose de peut-être que si un jour, c'est une nécessité à mettre en place. Et le plus vous attendez, le plus c'est délétère pour vous. D'accord ? Donc, j'avais vraiment envie de vous mettre cet épisode-là avec des chiffres, avec ça pour vous conscientiser. Donc, la question à vous poser aujourd'hui, c'est OK. Finalement, peut-être que ce chiffre-là, cette notion de 6 chiffres qui me paraissait si loin, peut-être que moi je ne me reconnais pas là-dedans, la question que j'ai envie de vous poser, c'est OK, est-ce qu'aujourd'hui, 3 300 € de rémunération nette, c'est quelque chose où vous vous dites OK, j'ai vraiment pas besoin de ça, moi mon niveau de vie, il est vraiment plus bas, ou en fait, à 3 300 € net, en faisant comment on dit breakdown en français ? En faisant la répartition telle que je vous l'ai proposée, vous dites, finalement, c'est pas si délirant que ça. 1 800 € juste pour assurer mes besoins nécessaires, type loyer, assurance, bagnole, etc. 820 € mensuels dédiés au plaisir ou 9 900 € dédiés à l'année pour partir en vacances, etc. 660 € dédiés à mon avenir financier, à mon épargne pour l'épargne de sécurité, puis après l'épargne peut-être d'investissement long terme. Est-ce que c'est vraiment si délirant que ça ? Est-ce que c'est vraiment si loin de ce à quoi vous aspirez ou pas ? Et du coup, je vous invite à faire le gap aujourd'hui. Déjà, si vous avez passé cette barre des 3 300 €, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon univers qui l'ont fait, c'est de vous dire, OK, faites cette répartition et voyez comment sont réparties vos finances. Donc, vous prenez la rémunération nette que vous avez et vous vous dites, OK, est-ce que je respecte ce ratio 55% pour la vie nécessaire ? Pour l'avenir financier, on est à 20% et pour le plaisir, je suis à 25%. Est-ce que je suis cette logique de ratio ou pas ? Si je ne la suis pas, qu'est-ce qui est nécessaire de réajuster pour que je puisse le faire ? Si je ne prépare pas encore mon avenir financier, pourquoi ? Quelles sont les croyances que je suis en train de me dire ? Pourquoi je pense que ce n'est pas une priorité ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce qui me retient ? Pourquoi je ne le fais pas ? Et du coup, comment est-ce que je peux le faire ? Bonne nouvelle pour vous, évidemment, on lance la nouvelle cohorte Code Investisseuse avec Paul qui va démarrer fin septembre. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode si vous avez envie d'aller voir parce que pour nous, c'est vraiment c'est une formation, d'accord ? C'est pas du conseil en investissement, c'est une formation d'éducation financière pour vous apprendre à vous-même créer votre portefeuille en autonomie. C'est Code Investisseuse, devenir une investisseuse éthique. On travaille à la fois la psychologie de l'argent et plus particulièrement la psychologie financière et du coup toute la partie éducation, bourse, crypto pour vous créer votre propre véhicule d'investissement en comprenant ce que vous faites, ok ? Vous pouvez aussi complètement aller dans... Il y a tellement de manières de préparer votre avenir financier et de le faire selon vos convictions, selon ce qui vous plaît. Je sais que dans ma communauté, j'ai des fans d'immobilier, j'ai des fans de décoration intérieure. Donc si c'est ça, mais il n'y a pas de problème, faites-le. Mais juste, ne repoussez pas ça et ne mettez pas moins que ces 20% là-dedans. C'est très important. Et du coup, peut-être que c'est dans le plaisir. Peut-être que la part de plaisir, elle est trop importante par rapport au reste. Donc c'est très important de venir le réarbitrer. Et du coup, si vous vous dites ça et que vous dites, OK, moi, je ne suis pas encore au-dessus des 3300, je suis encore au-dessous, mais en fait, maintenant que je viens de prendre conscience à peu près de ces chiffres-là, est-ce que ça me paraît si déconnant que ça ou pas d'aller viser les 100 000 € de chiffre d'affaires au moins ? Pour quand est-ce que je les voudrais ? Comment je veux les atteindre ? Comment je veux les faire ? Et finalement, ça me paraît important.
Voilà ce que j'avais envie de vous amener parce que je pense que pour beaucoup de personnes, 100 000 euros, ça paraît lunaire, ça paraît être riche, ça paraît inatteignable, ça paraît dément, etc. Et oui, je le redis, c'est extraordinaire dans la mesure où c'est pas l'ordinaire. Mais selon moi, c'est le chiffre d'affaires minimum à atteindre annuel pour pouvoir vivre confortablement. Parce que moi, je ne vois pas une vie dans laquelle je peux pas aller à l'ostéo, je vois pas une vie dans laquelle je peux pas prendre quelques temps off, je vois pas une vie dans laquelle je dois réfléchir à est-ce que j'achète bio ou pas, je dois réfléchir à est-ce que je peux amener mes animaux au veto ou pas. Et là, on parle vraiment de ça, c'est quelque chose de relativement simple en fait. Et c'est surtout que on a l'impression que 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va avoir une rémunération à 10 000 euros, quoi. Alors que non, 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 non. Il y a toutes les taxes, les impôts, la TVA, les charges sociales, il y a tout ça, en fait, qui part avant que ce soit dans votre poche. Donc moi, je vous invite vraiment, là c'est un réveil, hein, c'est un vrai réveil. Je sais que cet épisode, il peut être clivant et il va pas plaire, mais moi c'est vraiment un calcul que je vous invite à faire. C'est des vraies questions de réflexion profonde que je vous amène à avoir. Et puis, dépendant de où est-ce que vous êtes en Europe, ces chiffres, ils vont un peu varier. Je vous le dis clairement, si vous êtes au Luxembourg, 3 300 euros net pour vous seul pour vivre, clairement, c'est pas Punta Cana, quoi. Vraiment, c'est pas non plus démentiel parce que bah, votre budget, ce qui est nécessaire pour vivre, il est quasiment éclaté, hein, 1815 euros, c'est pas énorme. Du coup, au niveau de la Suisse, on est un petit peu dans ces eaux-là aussi. C'est sûr que si vous êtes au Portugal, vous allez un peu mieux vous en sortir. Donc, reprenez un petit peu cette tendance-là que je vous ai dit et voyez dans le contexte où est-ce que ça vous amène. Et puis après, c'est là où on va se poser des vraies questions de fond. C'est qu'en fait, si vous vous dites, ah ouais, c'est vraiment le palier que je voudrais atteindre, mais en fait, je me sens pas de l'atteindre ou je suis en train d'osciller, etc. Ben nous, c'est ce qu'on fait dans mon entreprise. On vous accompagne à passer le cap des 6 et surtout, à partir des 6, on vous accompagne à aller vers les 7. Donc, ça peut être passé à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 1 million. Et parce que du coup, si vous êtes aux abords de ça, de ces 100 000 euros, ça veut dire que vous êtes plus dans une question de comment est-ce que je vends, est-ce que je sais générer, etc. Vous êtes plutôt dans une question de ok, je sais comment ça fonctionne, je sais vendre, maintenant il faut que je change de posture, il faut que je réfléchisse différemment, il faut que j'adopte un mindset d'investisseuse, il faut que je réfléchisse vraiment à mes standards de vie, il faut que je réfléchisse à mes standards de business, il faut que je réfléchisse à ce qui me correspond à moi, est-ce que je veux développer mon entreprise avec une équipe, est-ce que je veux rester solopreneur, comment est-ce que je peux optimiser. En fait, c'est tout un tas de réflexions qui sont différentes de je viens de démarrer mon activité ou je suis en train d'essayer de passer le cap des 4 000 euros par mois, par exemple. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous rejoins dans l'épisode de la semaine prochaine où on va aller parler investissement parce que c'est le sujet qui me passionne et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Réfléchissez bien, notez bien. Bye bye, à la semaine prochaine les filles. Ciao ciao.